الكود في الفلاش. سي بون هاني حطيتي في البيرو. قولوا لي نعم سي بون لي دو. وين فيهم؟ كان لي دو كور لا تروفوبلاستيك هذا وين هو؟ هذا 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 Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Oui, docteur. Vous répondez, s'il vous plaît. Oui. Il y a des problèmes de connexion. Ouais. كل بلا 4G صباح. شوف الديسكسيون بالك دي فوا يزيكريو لي conversation avec oui, quelqu'un vous entend. Là, vous pouvez commencer. Vous choisissez, je crois, la présentation. Non, choisis, franchement. Oui. Ah non. Pathologie trophoblastique. Non. Vous êtes en train de partager, on est comme je te fais ça. Vous m'entendez? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, docteur. Oui. Oui. Allô? Vous m'entendez comme ça? Oui, docteur, on vous entend. Vous voyez l'écran? Oui. Ok. S'il vous plaît, vous éteignez vos écrans et vos caméras. On va commencer. Si vous avez des questions, vous me les posez au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va voir normalement deux cours. On va commencer par les pathologies trophoblastiques gestationnelles. Donc, ces pathologies trophoblastiques sont considérées comme un groupe très hétérogène puisqu'ils regroupent plusieurs pathologies. On a des maladies gestationnelles, c'est-à-dire des maladies non tumorales, et des pathologies néoplasiques. Donc, ces différents types de pathologies se développent à partir du trophoblaste. Et je vais vous expliquer par la suite c'est quoi le trophoblaste. Donc, ce groupe de pathologies gestationnelles regroupe les grossesses molaires et les tumeurs trophoblastiques. Il faut savoir que chaque entité de ces pathologies a ses propres caractéristiques cliniques et morphologiques. Donc, une remarque très importante qu'il faut souligner concernant le diagnostic de grossesse molaire, vu son risque évolutif très important vers une tumeur très maligne qui est le choriocarcinome. Juste un petit rappel, pour vous expliquer c'est quoi le trophoblaste. Donc ça, c'est le blastocyte. Donc l'œuf fécondé après 5 à 6 jours d'évolution, on va l'appeler blastocyte. Donc le blastocyte, il est composé d'environ 20 cellules. Donc au moment de l'anidation, ça normalement c'est la paroi utérine. Ça, c'est la couche interne de la paroi utérine, c'est l'endomètre, appelé endomètre. Donc au moment de l'anidation du blastocyte, les cellules du blastocyte se différencient. Donc, les cellules situées en périphérique donneront le trophoblaste. Et ce trophoblaste donnera par la suite le futur placenta. Et les cellules du centre, appelées embryoblastes,
vont donner le futur fœtus. Donc, cette couche périphérique du blastocyte, c'est ça le trophoblaste. On reste toujours dans les notions de rappel. Ça, normalement, c'est l'aspect d'un placenta à la coupe histologique. Donc, le placenta est fait de ces structures arrondies qu'on appelle villosité choriale. Pardon. Donc, ces structures ovalaires sont appelées villosités choriales. Donc, ces villosités sont entourées par cette couche fine. C'est le trophoblaste. C'est ça le trophoblaste qui entoure les villosités. Et l'axe de ces villosités renferme, comme vous voyez, de nombreux capillaires avec des hématies en dedans. Donc, c'est ça la villosité choriale. Donc, un placenta est fait d'un ensemble, d'un groupe important de villosités. Il faut savoir que le trophoblaste est fait de 3 types cellulaires. Donc, on a les cellules syncytotrophoblastiques, les cellules cytotrophoblastiques et les cellules intermédiaires ou trophoblastes intermédiaires. Donc, toujours, ça, c'est un aspect d'une villosité molaire. Donc, ces cellules qui sont aplaties, ce sont les cellules cytotrophoblastiques. Ces cellules qui présentent un noyau un petit peu gros, ce sont les cellules intermédiaires. Et ces cellules de grande taille, comme vous le voyez, d'aspect variable avec plusieurs noyaux, ce sont les cellules syncytotrophoblastiques. Donc, pour vous, que vous appreniez que le trophoblaste fait de 3 types de cellules. On a les cellules syncytotrophoblastiques, cytotrophoblastiques et les cellules intermédiaires. On va commencer maintenant au chapitre, on va passer au chapitre anatomopathologique proprement dit. Il faut savoir que ces pathologies trophoblastiques, on a 3 types de pathologies. On a les molles édatiformes, les tumeurs trophoblastiques et les lésions pseudotumorales trophoblastiques. Donc, les molles édatiformes, c'est l'équivalent d'une grossesse molaire cliniquement. Donc, sur le plan anatomopathologique, on ne dit pas grossesse molaire, on dit molle édatiforme, puisque le terme de grossesse est un terme clinique. Donc, on va commencer par les molles édatiformes. Donc, c'est quoi une molle édatiforme? C'est tout simplement un placenta anormal. C'est quoi la pathologie de ce placenta? C'est un hydrops. Le hydrops, ça veut dire œdème. C'est un œdème important des villosités avec un degré variable de prolifération trophoblastique, c'est-à-dire une croissance des cellules trophoblastiques. C'est ça, la molle édatiforme. Donc, c'est l'œdème des villosités avec une prolifération trophoblastique. Donc, il faut savoir qu'il existe 3 types de molles édatiformes. On a la molle complète, partielle et invasive. On va commencer par la molle édatiforme complète. Donc, sur le plan macroscopique, la molle complète se caractérise par un matériel abondant au moment du curetage biopsique. Ce matériel, il est fait d'hémorragie, donc de caillots fibrillocréoriques associés à des villosités, comme vous le voyez ici, qui sont de taille variable. Le diamètre varie entre 10 à 15 mm. Ces villosités sont souvent agglutinées, réalisant ce qu'on appelle aspect en grappe de raisin. Une remarque très importante dans ce type de grossesse molaire ou de molle édatiforme, qu'on ne trouvera jamais d'embryogénèse, c'est-à-dire on ne trouvera jamais de fœtus. On a juste des villosités molaires ou des vésicules molaires. Sur le plan histologique ou microscopique, donc ce type de molle complète se caractérise par un œdème de l'ensemble des villosités, c'est-à-dire toutes les villosités choriales sont pathologiques, c'est-à-dire sont caractérisées par un œdème excessif, bien sûr associé à cette hyperplasie du trophoblaste. Donc, tellement qu'on a une hyperplasie, une croissance excessive des cellules trophoblastiques, ces cellules se détachent des villosités, réalisant parfois des amas et des massifs.
Une autre remarque qui est importante dans ce type de mol, c'est que les villosités sont très rarement vascularisées. C'est la même image d'un placenta normal avec, comme vous le voyez, des villosités de petite taille, bordées par un trophoblaste qui est aplati, et l'axe des villosités enferme de nombreux capillaires. C'est juste pour vous voyez le contraste entre un placenta normal et une molle édatiforme. Et ça, c'est l'aspect d'une molle édatiforme complète. Donc, vous voyez, les villosités sont caractérisées par un axe qui est très œdémateux. Vous voyez, tout ça, c'est une seule villosité. Vous voyez, avec un trophoblaste qui borde les villosités qui est hyperplasique. Donc, vous voyez, avec parfois un détachement des cellules trophoblastiques réalisant des massifs extravilles. Donc, sur le plan cytogénétique, une remarque très importante. Donc, quand une villosité choriale est d'aspect œdémateux comme ça, on va l'appeler vésicule molaire et non pas une villosité choriale. Sur le plan cytogénétique, cette molle édatiforme se caractérise par un œuf diploïde, c'est-à-dire 46-2X ou 46XY, puisqu'elle ne possède que le génome paternel. Donc, elle fait suite à une fécondation d'un œuf anucléé, c'est-à-dire sans noyau, par 2 spermatozoïdes. C'est pour ça qu'on a un œuf diploïde. C'est clair pour la molle édatiforme complète? On va passer à la molle édatiforme partielle, appelée également incomplète ou molle embryonnée. Donc, sur le plan macroscopique, cette molle édatiforme se caractérise par un matériel moins abondant par rapport à la molle édatiforme complète. Donc, le matériel de curetage est fait d'un mélange de villosités molaires et non molaires, c'est-à-dire de villosité choriale normale et de villosité et de vésicules molaires. Donc, parfois, on peut trouver avec le matériel de curetage un fœtus qui est souvent lysé. Sur le plan microscopique, donc comme on l'a déjà dit, cette molle édatiforme se caractérise par un mélange de villosités molaires, c'est-à-dire des villosités kystiques, hydropiques, et de villosités non molaires, c'est-à-dire des villosités choriales normales. Ici, l'hyperplasie du trophoblaste est moins importante que dans la molle édatiforme complète et les villosités sont plus ou moins vascularisées. Voici une image d'une molle édatiforme incomplète ou partielle. Donc, vous voyez, on a les deux types de villosités. Ces villosités de grande taille, ce sont les vésicules molaires avec leur axe œdémateux et l'hyperplasie du trophoblaste tout autour. Et ces petites villosités choriales qui sont des villosités normales. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est partielle. Donc, on a un mélange des deux types de villosités. Sur le plan cytogénétique, la molle édatiforme partielle est généralement triploïde. Donc, le karyotype est de type 69-3X, 69-2XY ou 69X2Y, puisque c'est le résultat. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Vous me répondez, s'il vous plaît. Oui, on vous entend. Ok, merci. Oui. Merci. Donc, sur le plan, puisqu'on a dit que c'est le résultat de la fécondation d'un œuf normal par 2 spermatozoïdes. C'est pour ça qu'elle est de type triploïde. On passe maintenant à le troisième type de molle édatiforme, c'est la molle invasive. Donc, il faut savoir que ce type de molle fait suite soit à la molle édatiforme complète ou partielle. Donc, c'est l'évolution de l'une des deux molles. Donc, sur le plan macroscopique, donc c'est comme vous le voyez ici, pardon. C'est quoi la molle invasive? Donc,
c'est une molle édatiforme, donc on a des vésicules molaires, mais qui, ces villosités infiltrent normalement soit le myomètre, soit le ligament large. Donc, ce sont des vésicules infiltrantes. C'est pour ça qu'on dit molle invasive. Donc, si on trouve des vésicules molaires, soit dans le myomètre, soit dans le ligament large, on dit que c'est une molle invasive. Sur le plan microscopique, donc pour poser le diagnostic d'une molle invasive, on doit avoir ces deux critères. Premièrement, la présence d'une villosité molaire. Donc, elle doit être du type molaire et non pas une villosité normale, puisqu'une villosité choriale normale n'infiltre jamais le myomètre. Donc, elle doit être de type molaire. Le deuxième critère, c'est leur situation anormale, soit dans le muscle, c'est le myomètre, soit dans le ligament large. Donc, systématiquement et logiquement, le diagnostic ne peut se faire que sur une pièce d'hystérectomie. Donc, on ne peut pas poser le diagnostic d'une moelle invasive juste sur un curetage biopsique. Ici, c'est un aspect microscopique d'une moelle invasive. Normalement, ça, c'est la lumière utérine. Donc, vous voyez, elle est comblée par des villosités molaires de grande taille, œdémaciées. Ça, ce qui est en rose, c'est le muscle, donc c'est le myomètre. Et vous voyez cette vésicule molaire qui est enchâssée ou qui infiltre le myomètre. Donc, c'est une moelle invasive. Vous êtes sur quel diapo maintenant? Des tumeurs trophoplastiques. Ok, parce que vous êtes décalé par rapport au son. Non. C'est peut-être la connexion parce qu'elle est instable. Donc, on a terminé pour les molles édatiformes. On va passer maintenant aux tumeurs trophoblastiques. Il faut savoir qu'il existe 3 types de tumeurs trophoblastiques. On a le choriocarcinome, la tumeur trophoblastique du site placentaire et la tumeur trophoblastique épithélioïde. On va commencer par le choriocarcinome, bien sûr, gestationnel. Je dis bien gestationnel, puisqu'il existe un choriocarcinome non gestationnel. Le choriocarcinome non gestationnel se développe souvent au dépend des gonades, que ce soit les ovaires ou les testicules, alors que le choriocarcinome gestationnel se développe uniquement dans l'utérus. Et bien sûr, après une grossesse. C'est pour ça qu'on dit qu'il est gestationnel. Donc, sur le plan, il faut savoir que ces deux types de tumeurs, donc le choriocarcinome gestationnel et non gestationnel, ont le même aspect histologique. Donc, c'est la même tumeur. Donc, sur le plan macroscopique, comme vous le voyez ici, ça c'est une pièce d'hystérectomie. Vous voyez la lumière utérine, elle est comblée par la tumeur qui est d'aspect friable, multinodulaire et qui infiltre le myomètre. Donc, ce type de tumeurs sont caractérisées généralement par des remaniements nécrotiques et hémorragiques très importants. Une remarque très importante, c'est que dans ce type de tumeur, c'est-à-dire le choriocarcinome gestationnel, on ne doit pas trouver jamais de villosité, que ce soit de villosité choriale normale ou de vésicule molaire. Sur le plan microscopique, donc c'est une prolifération des 3 types de cellules trophoblastiques, donc cyto et syncytio trophoblastiques et le trophoblaste intermédiaire. Donc les 3 types cellulaires interviennent dans la prolifération de ce type de tumeur, bien sûr avec des atypicités nucléaires qui sont très marquées et un index mitotique qui est très élevé. Donc les remaniements nécrotiques hémorragiques sont fréquents et comme on l'a déjà dit, absence totale de villosité placentaire, que ce soit des villosités normales ou anormales. Bien sûr, si on trouve une villosité, on n'est plus dans le choriocarcinome. Donc, c'est un autre aspect. Sur le plan histologique, vous voyez ici, c'est un aspect microscopique d'un choriocarcinome. Donc, vous voyez cette prolifération de cellules de taille variable avec des noyaux qui sont de taille
augmenter de taille, des nucléoles basophiles. Tout ça, normalement, ce sont des cellules cytotrophoblastiques. Celle-là, normalement, c'est une cellule intermédiaire, bien sûr, atypique. Et vous voyez ces remaniements nécrotiques importants. C'est toujours un aspect d'un choriocarcinome. Donc, vous voyez ces atypies cytonucléaires qui sont marquées avec ces nucléoles proéminents. Et ça, c'est une cellule, tout ça, c'est une cellule syncytiotrophoblastique avec de multiples noyaux, bien sûr, atypiques. Ici, c'est une mitose. Et ça, ce qui est en rose, c'est la nécrose. Sur le plan évolutif, il faut savoir que le choriocarcinome peut se développer sur n'importe quel type de grossesse, que ce soit une fausse couche, une grossesse normale ou ectopique, mais surtout, il fait suite à une grossesse molaire, dans presque la moitié des cas. Donc, tout type de grossesse peut donner un choriocarcinome. Les métastases de ce type de tumeur se font essentiellement par voie hématogène. Donc, les sites métastatiques les plus fréquents sont les poumons, le système nerveux central, le vagin, le foie et les os. On passe maintenant à la deuxième tumeur trophoblastique, c'est la tumeur trophoblastique du site placentaire. Donc, sur le plan macroscopique, donc, comme vous le voyez ici, ça c'est un utérus, une hystérectomie totale, c'est ça la tumeur, elle est d'aspect nodulaire qui infiltre le myomètre. Elle est d'aspect blanchâtre ou jaunâtre. Sur le plan microscopique, donc, il faut savoir que ce type de tumeur est fait uniquement de cellules intermédiaires, c'est-à-dire on ne doit jamais trouver de cellules cytotrophoblastiques ou syncytiotrophoblastiques. On a juste des cellules intermédiaires, donc bien sûr atypiques, qui peuvent être isolées ou regroupées en amas ou en massif ou autres. Les atypicités nucléaires sont également marquées et les mitoses fréquentes. Voici un aspect d'une tumeur trophoblastique du site placentaire. Donc, vous voyez ces cellules intermédiaires. Vous m'entendez comme ça? Vous me répondez, Oui. s'il vous plaît. Vous voyez Oui. l'écran? Ok. Non, pas encore. Oui. Il n'y a pas d'écran. Malheureusement, c'est la connexion qui est instable. Donc, C'est bon, c'est fait. La diapo est affichée. ok, merci. Donc, c'est un aspect microscopique d'une tumeur trophoblastique du site placentaire. Donc, vous voyez ces massifs de cellules intermédiaires pourvus de noyaux qui sont augmentés de volume, nucléos. Vous m'entendez comme ça? Oui. Vous voyez l'écran? Non. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter parce que ça s'est-
Vous m'entendez comme ça? Vous voyez l'écran? Oui. Oui. Ok. On passe maintenant à la tumeur trophoblastique épithélioïde. Donc, c'est la troisième tumeur. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez répéter ce point, s'il vous plaît, parce que ça s'est coupé et donc on a perdu un petit peu. Je viens de commencer la tumeur trophoblastique épithélioïde. Non, le site d'implantation. Ok, Genre, je vais la c'était reprendre. la dernière chose qu'on a Ok, entendu, ok. c'était les cellules intermédiaires. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais la reprendre. Donc, Merci. pour la tumeur trophoblastique du site placentaire, donc, comme on l'a déjà dit, sur le plan microscopique, les cellules, elle est faite uniquement de cellules de cellules intermédiaires. Donc, on ne doit jamais trouver de cellules syncytotrophoblastiques ou cytotrophoblastiques. Donc, ces cellules atypiques réalisent soit des massifs, des îlots, des travées, comme elles peuvent être isolées. Donc, avec bien sûr des atypicités nucléaires marquées et un index mitotique fréquent. Donc, voici un aspect microscopique d'une tumeur trophoblastique du site placentaire. Donc, vous voyez, elle est faite uniquement de cellules intermédiaires, avec des noyaux augmentés de taille, nucléolés et des mitoses fréquentes. Donc, on ne trouvera jamais de cellules syncytotrophoblastiques ou cytotrophoblastiques. Donc, c'est une caractéristique importante de ce type de tumeur. On passe maintenant à la tumeur trophoblastique épithélioïde. Donc, sur le plan macroscopique, cette tumeur, elle est souvent de localisation basse, c'est-à-dire soit isthmique, soit cervicale. Donc, elle est faite généralement d'un nodule qui infiltre profondément le myomètre, parfois même le col. Elle est d'aspect variable. Elle peut être kystique, hémorragique, frayable, avec souvent une nécrose qui est très importante. Sur le plan microscopique, cette tumeur, elle est faite de cellules trophoblastiques monomorphes, essentiellement de type intermédiaire. Mais on peut trouver d'autres types de cellules, c'est-à-dire les cellules cytotrophoblastiques et des cellules syncytotrophoblastiques. Mais les cellules de type intermédiaire sont le type majoritaire dans ce type de tumeur. Donc, avec toujours des atypicités nucléaires marquées, une nécrose importante. Ici, c'est un aspect d'une tumeur trophoblastique épithélioïde. Vous voyez, on a ici presque seulement des cellules de type intermédiaire avec des noyaux basophiles et réguliers. Ici, c'est une nécrose centrale. Tout ce qui est en rose, c'est la nécrose. Et ces figures mitotiques qui sont fréquentes. Mais on peut trouver quelques cellules syncytotrophoblastiques éparpillées. Donc, on a terminé pour les tumeurs trophoblastiques. On passe maintenant au troisième groupe. Ce sont les lésions pseudotumorales trophoblastiques. Ce ne sont pas vraiment des tumeurs, mais juste des lésions qui sont souvent bénignes, qui peuvent donner un aspect pseudotumoral macroscopiquement. Pardon. Dans ce groupe, on a deux types de lésions. On a le nodule du site placentaire et le site placentaire exagéré. On va commencer par le nodule du site placentaire. Donc, c'est quoi le nodule du site placentaire? Il survient généralement après une grossesse, bien sûr. Donc, c'est un site d'implantation qui est incomplètement résorbé, tout simplement. Donc, il réalise souvent un nodule sur l'endomètre qui est bien limité et peu cellulaire, comme vous le voyez sur le plan histologique. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, merci. Donc, vous voyez, comme vous le voyez sur le plan histologique, et ce nodule est peu cellulaire, renferme quelques cellules trophoblastiques éparpillées. Parfois, on trouve des cellules inflammatoires, mais
Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, Maintenant, Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? La diapo? non, non, c'est flou. Vous me répondez, s'il vous plaît. L'écran est visible ou pas? Oui, c'est bon. Ok, visible, docteur. ok, merci. Donc, comme on vient de le dire, donc, dans ce type de lésion, c'est-à-dire le nodule du site placentaire, on ne trouvera jamais de villosité placentaire. Donc, c'est juste un tissu fibrohyalin parsemé de quelques cellules trophoblastiques éparpillées. Donc, c'est juste un placenta qui est mal résorbé. Le deuxième type de lésion pseudotumorale, c'est le site placentaire exagéré. Donc ici, c'est à la suite d'une grossesse qui est récente. Donc c'est un trophoblaste qui reste toujours proliférant. Bien sûr, au niveau du site d'implantation. Mais on ne trouvera jamais d'atypicité nucléaire ni de figure métotique. Et dans ce type de lésion, on peut trouver quelques villosités placentaires associées. Mais c'est une lésion qui est bénigne et totalement résolutive. Et c'est terminé pour les tumeurs trophoblastiques. Est-ce que vous avez des questions rapidement pour commencer le deuxième cours? Ou je préfère faire le deuxième cours, après on entamera les questions. OK? Vous m'entendez toujours? L'écran est visible ou pas? Oui, Oui, docteur, on Ok. vous entend et la diapo est affichée aussi. OK. Donc, on va faire rapidement les endométrioses. Donc, c'est quoi une endométriose? C'est la présence d'un tissu endométrial, c'est-à-dire glande et stroma endométrial, en situation ectopique. C'est ça l'endométriose. Donc, c'est une pathologie qui est fréquente quand même. Elle se voit surtout chez les femmes troisième, quatrième décennie. Et donc, est une cause très importante d'infertilité féminine. Il faut savoir qu'elle peut siéger dans n'importe quel organe ou n'importe quelle zone de l'organisme. Il existe plusieurs théories qui ont essayé d'expliquer la physiopathologie de l'endométriose. La première théorie, c'est la théorie de régurgitation. Donc, elle essaie d'expliquer l'endométriose comme un reflux rétrograde du sang menstruel de la cavité utérine à travers les trompes dans la cavité péritonéale. La deuxième théorie, c'est la théorie de dissémination lymphatique ou vasculaire de cellules endométriales. Cette théorie essaie d'expliquer surtout l'endométriose pulmonaire et des ganglions lymphatiques. La troisième théorie, c'est la théorie de métaplasie. Donc, cette théorie explique l'endométriose comme une métaplasie, c'est-à-dire une transformation des cellules péritonéales en cellules endométriales, puisque ces deux types cellulaires ont la même origine embryologique. Mais ça reste toujours juste des théories. On passe maintenant au chapitre d'anatomopathologie proprement dit. Donc, comme on l'a déjà dit, l'endométriose est définie. Ici, on va commencer par l'adénomiose ou endométriose interne. Donc, l'endométriose interne est appelée également adénomiose. C'est quoi l'adénomiose? C'est la présence de tissu endométrial. Quand je dis tissu endométrial, c'est-à-dire glande et stroma. Bien, ici, c'est dans le myomètre. Sur le plan macroscopique, je vais vous expliquer par la suite sur les images. Sur le plan macroscopique, donc on a un épicissement important de la paroi utérine. L'aspect des lésions d'endométriose est variable. Elles peuvent réaliser soit des nodules kystiques, rougeâtres ou bleuâtres, entourés souvent par la fibrose, comme elles peuvent réaliser des nodules polypoïdes. Ici, normalement, ça c'est une pièce d'hystérectomie. Normalement, ça c'est la cavité utérine qui est très comprimée par ce nodule
Tout ça, c'est le nodule adénomyosique ou endométriosique. Vous voyez, il est d'aspect blanc jaunâtre avec vous voyez l'écran? Oui. Oui, ok. Vous voyez tout ça, c'est le nodule endométriosique. Donc, il est d'aspect blanc jaunâtre avec ces points punctiformes rougeâtres. Ce sont les glandes qui sont dilatées. C'est pour ça qu'on a cet aspect rougeâtre. Tout ça, c'est le foyer endométriosique ou adénomyosique qui épicie la paroi utérine. Sur le plan microscopique, donc l'adénomiose, elle est caractérisée par la présence du tissu endométrial, bien sûr, des glandes et du stroma dans le myomètre. Mais un critère qui est très important, c'est que la distance entre la jonction, je vais vous expliquer sur des images, ce sera mieux. Donc, tout ça, c'est la paroi utérine. Donc, ici, c'est l'endomètre. Ça, ce sont des glandes endométriales de taille et de forme variable. Tout ce qui dissocie les glandes, c'est le stroma cytogène. Donc, ça, c'est un aspect normal. Et ce qui est en bas, en rose, c'est le myomètre. Donc, dans l'état normal, on ne doit trouver jamais de glandes endométriales dans le myomètre. Mais dans l'adénomiose, parfois, on peut trouver quelques glandes ectopiques dans le myomètre. C'est le cas ici. Vous voyez cette glande endométriale entourée par un fin liseré de chorion cytogène qui est anormalement situé dans le myomètre. C'est ça l'adénomiose. Mais un critère très important, c'est que la distance entre la jonction endométrio-myométriale et le foyer lésionnel doit être égale ou supérieure à un foyer à un champ de faible grossissement, c'est-à-dire c'est l'équivalent de 4 mm à peu près. Si cette glande est très située à la jonction, ce sera juste une incidence de coupe et pas une adénomiose. Donc, au plus fort grossissement, vous voyez l'aspect